J'ai tué ma femme d'une balle en pleine tempe, un soir d'orage à Paris, parce qu'elle m'avait trahi avec mon propre frère, et que le sang sur mes mains valait mieux que les mensonges qu'elle murmurait dans l'ombre. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début d'une vengeance qui m'a dévoré vivant, transformant notre appartement haussmannien en un mausolée de cassettes VHS usées, où sa voix fantôme révélait des secrets capables de détruire des dynasties entières. Et le pire, notre fille, Élise, âgée de 8 ans, était le pion innocent dans ce échiquier empoisonné, un enfant que j'ai juré de protéger en souillant mon âme pour toujours. Le tonnerre grondait encore au-dessus de la Seine quand j'ai pressé la détente, ce 15 juin 2023. Claire gisait là, sur le tapis persan que nous avions acheté à Marrakech lors de notre lune de miel, ses yeux bleus grands ouverts fixant le lustre en cristal comme si elle implorait les anges de la pitié. J'avais surpris ses murmures la veille, dans le confessionnal de Notre-Dame, où elle avouait à un prêtre complice son adultère avec Antoine, mon frère cadet, l'avocat flamboyant qui gérait nos affaires familiales depuis la mort de père. Il me comprend, unlike toi, mon amour, avait-elle écrit dans un journal que j'avais fouillé comme un chien affamé de vérité. La rage m'avait consumé. J'avais pris le revolver de collection dans le tiroir du bureau, un reliquat de la guerre d'Algérie de mon grand-père, et je l'avais fait taire. Mais au lieu d'appeler la police, j'ai effacé les traces, acide sur les empreintes, alibi forgé avec un appel anonyme signalant un cambriolage. J'étais innocent aux yeux du monde, un veuf éploré enseignant d'histoire à la Sorbonne, père dévoué d'une petite fille aux boucles d'or. Les funérailles furent un cirque macabre, sous la pluie fine d'un été parisien trop chaud. L'église Saint-Sulpice, avec ses orgues grondants et ses fresques occultes, semblait moquer ma culpabilité. Antoine pleurait à chaudes larmes, son bras autour d'Élise qui serrait sa poupée en porcelaine, un cadeau de Claire pour son anniversaire. « Ton oncle t'aime, ma chérie », murmurait-il, et je serrais les poings jusqu'au sang, imaginant déjà comment je le briserais. Les amis, ces hypocrites du quartier latin, venaient serrer ma main, murmurant des condoléances vides. C'était une femme exceptionnelle, Louis. Exceptionnelle, oui. Exceptionnelle dans sa capacité à mentir, à tisser des toiles d'araignée autour de nos vies. Ce soir-là, rentrant dans notre appartement du Marais, je trouvai la boîte. Cachée derrière une pile de livres de Proust dans la bibliothèque, une boîte en carton anonyme, scellée d'un ruban rouge effiloché. À l'intérieur, 5 cassettes VHS étiquetées de la main de Claire. Pour Élise, quand elle aura 16 ans. Ne les ouvre pas avant, Louis. C'est mon poison. Mon cœur s'emballa comme un moteur diesel grippé. Pourquoi pour Élise? Pourquoi pas pour moi, son mari, le monstre qui l'avait abattu? Je glissai la première dans le vieux lecteur du salon, les mains tremblantes, Élise endormie dans sa chambre au mur tapissé de posters de Monet. L'écran crépita, et sa voix emplit la pièce, claire comme le jour, avec cet accent provençal qu'elle tenait de sa mère, une paysanne d'Avignon. Ma petite Élise, si tu regardes ceci, c'est que maman n'est plus là. Sache que papa t'aime, mais il porte un fardeau plus lourd que tu ne l'imagines. Il a tué pour toi, ma chérie, et il recommencera. J'éteins d'un coup, le souffle coupé. Tuer pour Élise? Quel mensonge était-ce? Claire savait-elle que j'allais la tuer? Était-ce une prophétie, ou pire, une confession anticipée? Les nuits suivantes furent un tourbillon d'insomnie, bercé par le bruit des klaxons de la rue des Francs-Bourgeois. Je cachai les cassettes dans le coffre-fort de mon bureau à l'université, mais leur ombre me hantait. Antoine appelait sans cesse, proposant des dîners pour soutenir Élise, et je jouais le rôle du frère brisé, riant de ses blagues sur nos souvenirs d'enfance à Lyon, où père nous battait pour un oui ou un non. Mais intérieurement, je bouillonnais. Un soir, après avoir déposé Élise à l'école, une institution jésuite chic du 7e arrondissement, je rentrai et visionnai la seconde cassette. Claire y apparaissait pâle, les traits tirés, filmée dans notre salle de bain, le miroir reflétant son ventre légèrement arrondi. « Élise, ton père n'est pas celui que tu crois. Il a pris la faute pour Antoine, il y a 10 ans, quand cet accident à la ferme de Provence a emporté nos parents. C'était Antoine au volant, ivre, mais Louis a juré le contraire pour protéger la famille. Et moi, j'ai aimé Antoine pour cela, pour sa noirceur qu'il cachait si bien. L'accident. Ce crash sur la route de Gordes, où la 4 litres de père avait percuté un arbre, tuant net nos parents. J'avais 18 ans, Antoine 16. J'avais menti à la gendarmerie, disant que j'avais conduit, pour épargner à mon frère la prison juvénile. Un mensonge d'amour fraternel, qui m'avait valu une culpabilité éternelle, des cauchemars de chair brûlée. La trahison me frappa comme un coup de poignard provençal. Claire savait tout depuis le début. Elle avait épousé Antoine en secret, dans une chapelle oubliée des Alpilles, des années avant notre mariage. Les cassettes étaient son testament, un poison distillé pour Élise, révélant que notre fille n'était pas la mienne, mais celle d'Antoine, fruit de leur adultère inaugural. « Il te ressemblera, Élise, avec les yeux verts de ton vrai père », susurrait Claire à l'écran,
un sourire triste aux lèvres. Je hurlai dans le vide de l'appartement, renversant une lampe art déco qui se brisa en mille éclats, comme mon monde. Gâcher la faute pour Antoine, endurer les regards accusateurs des gendarmes, les murmures des oncles à l'enterrement, tout pour protéger ce serpent qui m'avait volé ma femme, mon enfant. La vengeance s'éveilla en moi, non pas comme une flamme, mais comme un brouillard toxique, lent et suffocant, imprégné de l'odeur de la lavande fanée de Provence. Je décidai de ne rien dire à Élise. Pas encore. À 8 ans, elle dessinait des soleils souriants et demandait quand maman reviendrait du long voyage. Je l'emmenai au Luxembourg, la laissai nourrir les pigeons pendant que mon esprit ourdissait des plans. Antoine, cet avocat rusé, plaidait pour des multinationales au palais de justice, défendant des pollueurs de la Loire contre des écologistes enragés. Il était intouchable, marié à une héritière belge fade, père de 2 garçons blonds qui ignoraient tout de leur oncle bâtard. Mais je connaissais ses faiblesses, son addiction au cognac millésimé, ses rendez-vous discrets avec des prostituées russes dans les backrooms du Pigalle, et surtout, son ambition dévorante pour l'héritage familial, la vigne en Bordelais que père nous avait léguée, que j'avais généreusement cédée à moitié pour l'unité fraternelle. La première étape de ma revanche fut subtile, à la française. Une lettre anonyme à sa femme, détaillant l'adultère avec Claire, agrémentée de photos volées d'un motel à Deauville où je les avais suivis un été. Pas de violence brute. Non, je voulais qu'il saigne par l'humiliation, qu'il sente le filet se resserrer. Sa femme le quitta en 1 mois, emportant les garçons et la moitié de ses économies dans un divorce retentissant couvert par le monde comme un scandale people. Antoine me confia son désespoir au téléphone, la voix brisée. « Louis, c'est comme si le diable m'avait maudit après la mort de Claire. » Je feignis la compassion. « Viens dîner, frère. Nous parlerons. » Ce soir-là, au restaurant Le Procope, berceau des Lumières, je glissai dans son cognac une dose de benzodiazépine volée à un collègue pharmacien. Il s'effondra, murmurant des aveux incohérents sur Claire, sur l'accident, sur Élise. Je l'enregistrai subrepticement, ce serpent se mordant la queue. Mais la vengeance n'était pas complète. Les cassettes restantes brûlaient dans mon esprit. La 3e révélait un secret plus sombre. Claire avait aidé Antoine à falsifier des documents pour escroquer des investisseurs dans un projet vinicole, un schéma Ponzi qui avait ruiné des retraités lyonnais. J'ai géré la faute pour lui, Élise, comme Louis l'a fait pour l'accident. Nous sommes tous des menteurs dans cette famille. J'étais innocent de cela, mais le venin s'infiltrait, et si j'avais su, aurais-je fermé les yeux? Pour la première fois, je doutais. Était-ce Claire la victime, piégée dans un amour toxique, ou moi le monstre qui avait tout mérité? Élise, sentant mon tourment, me demanda un soir, « Papa, pourquoi tu regardes maman sur l'écran en pleurant ?» Je la serrai contre moi, inhalant son odeur de shampoing à la camomille, et jurai de la protéger, même si cela signifiait détruire son oncle, son vrai père. Le plan se précisa lors d'un voyage à Provence, où j'emmenai Élise pour honorer la mémoire de maman. La maison familiale à Gordes, perchée sur sa colline ocre, exhalait encore l'odeur de l'accident, bois calciné, terre humide. Antoine nous rejoignit, prétextant un besoin de guérison collective. Nous dînâmes sous les oliviers, le Mistral fouettant les nappes blanches, et je servis du vin empoisonné d'une vendange maudite, non mortelle, mais chargée de strychnine diluée, assez pour des crampes intestinales infernales. Il convulsa cette nuit-là, hurlant dans la salle de bain, tandis que je feignais l'inquiétude, appelant un médecin local corrompu par une enveloppe de billets. « C'est le stress, monsieur », diagnostiqua-t-il, et Antoine, pâle comme un linceul, me remercia d'une étreinte faible. « Sans toi, je serais perdu, frère. » Pourtant, le doute rongeait. La 4e cassette, visionnée en secret dans la grange, montrait Claire enceinte, suppliant Antoine. « Promets-moi que Louis ne sera jamais pour Élise. Il l'élèvera mieux que toi, avec ton ambition qui te ronge. » Antoine riait, ce rire carnassier que je haïssais depuis l'enfance. Et s'il découvre l'accident? Il portera encore la croix pour moi. Ils étaient complices, ces deux-là, dans une danse macabre de secrets. Je décidai alors le coup fatal, ruiner Antoine professionnellement. Avec mes contacts à la Sorbonne, un professeur de droit véreux, je fournis les preuves des fraudes vinicoles au procureur. Le palais de justice devint son enfer. Accusé de blanchiment, il fut arrêté lors d'une audience publique, menottes au poignet, sous les flashs des paparazzis. « Traître !» cria-t-il en me voyant au fond de la salle, mais je souris, murmurant, pour Claire. Élise, maintenant, posait des questions. Pourquoi oncle Antoine est en prison? Papa? C'est à cause de maman. Je l'emmenai au Louvre, devant la Joconde, expliquant que les secrets étaient comme des tableaux voilés, beaux de loin, mais pleins de mystères sombres de près. La 5e cassette, la dernière, fut le twist qui me brisa. Claire y confessait, les larmes coulant. « Élise, si Louis regarde ceci, c'est qu'il m'a tué. Je le savais.
J'ai laissé les cassettes pour qu'ils comprennent. Antoine n'est pas le père. C'est un donneur anonyme pour notre infertilité. Mais Louis, tu as porté tant de fautes. Tue-moi si tu dois, mais épargne Élise. Elle est tienne, par l'amour, pas par le sang. Le monde bascula. J'avais tué pour rien, vengé un fantôme. Antoine, innocent de la paternité, pourrissait en cellule pour des crimes que j'avais amplifiés. Le climax survint un soir d'hiver 2025, dans la cellule de Fresnes où je le visitais, Élise attendant dehors avec une baby-sitter. « Libère-moi, Louis » implora-t-il, vieilli de 10 ans en 2. C'était Claire qui falsifiait. Je l'aimais trop pour l'arrêter. Je sortis un couteau de ma poche, un laguiole provençal, hérité de père, et le plantai dans sa gorge, un geste rapide, théâtral, comme dans un opéra de Verdi. Le sang jaillit, chaud sur mes mains, et je murmurai, pour l'accident que j'ai porté. Les sirènes hurlèrent. J'attendis les gardiens, confessant tout, le meurtre de Claire, les sabotages, la vengeance aveugle. Au procès, Paris bruissait de débats. Étais-je un héros vengeant une trahison familiale, ou un monstre doublant la mise sur des mensonges? Les féministes criaient aux misogynies, accusant Claire d'être une victime collatérale. Les conservateurs saluaient ma défense de l'honneur. Élise, confiée à une tante, refusa de me voir, ses lettres d'enfant disant « Papa, les cassettes disaient vrai, tu as tué pour moi. » Le twist final? Dans ma cellule, je reçus une 6e cassette, postée après ma condamnation. Claire, vivante? Non, un montage d'Antoine, avouant qu'il avait tout orchestré pour me briser, jaloux de mon amour pour elle. Mais trop tard. J'ai souri dans le noir. La vengeance avait gagné ou perdu. La France, ce pays de lumière et d'ombre, me condamnait à perpétuité, et Élise grandirait sans père, mais libre des chaînes. Les barreaux de ma cellule à Fresnes filtrent la lumière comme un tamis rouillé, projetant des ombres tordues sur les murs lépreux, et je repense à ce premier mensonge, celui qui a scellé mon destin, l'accident de Gordes. J'avais 18 ans, l'âge où l'on croit encore que le sang lit plus fort que l'acier, et Antoine, mon petit frère, 16 ans d'insolence et de rêve de grandeur. Père nous emmenait en Provence pour vendanger, une tradition bourguignonne transplantée dans les collines varoises, où les vignes s'accrochaient aux rochers comme des doigts crochus. Mère chantait des airs de mistinguette en cueillant les raisins, sa voix couvrant le CIC des cigales. Ce soir-là, après un dîner arrosé de rosé trop fort, Antoine vola les clés de la 4 litres. « Viens, Louis, on va voir les étoiles sur la route de Sceaux », me lança-t-il, les yeux brillants d'alcool volé. Je refusai, préférant les pages jaunies d'un Victor Hugo, mais il partit seul, ivre de jeunesse et de vin. Le choc me réveilla à l'aube, le téléphone hurlant dans la cuisine, la voix du notaire de Fater, « Venez vite, un accident ». La route serpentait, bordée de garrigues sèches, et la voiture gisait contre un chêne millénaire, capot froissé comme une boîte de conserve, phare brisé fixant la nuit. Père et mère, inertes, sanglés dans leur siège, l'odeur de caoutchouc brûlé mêlée à celle du sang. Antoine, égratigné, pleurait à genoux. C'était moi, Louis. J'ai glissé. Sans réfléchir, je mentis aux gendarmes. C'est moi qui conduisais. Il dormait à l'arrière. Pourquoi? Pour la famille, pour ce mythe du frère aîné protecteur, pour éviter que Antoine, l'héritier prodige, ne finisse en maison de correction. Ils me crurent. J'étais le fils modèle, l'étudiant en histoire qui citait Michelet par cœur. Antoine me jura fidélité éternelle ce jour-là, un serment scellé dans la poussière ocre. Années plus tard, à Paris, je rencontrai Claire lors d'une expo au Grand Palais. Elle, conservatrice au Louvre, avec ses cheveux châtains cascadants comme la Loire en crue, et un rire qui évoquait les marchés d'Avignon. Nous nous mariâmes à la mairie du 4e, un mariage civil sobre, suivi d'un banquet au train bleu où le caviar perla sur nos lèvres. Élise naquit 9 mois après, un miracle après des années d'infertilité, ses pleurs résonnant dans la clinique de la Pitié-Salpêtrière. Antoine fut le parrain, bien sûr, serrant ma main. « Tu es un père en or, frère. » Mais les cassettes avaient tout souillé. Était-ce pour cela qu'elle avait couché avec lui? Par gratitude tordue pour le fardeau que j'avais porté? De Fresnes, je revois les jours post-meurtre. Après avoir effacé les traces du corps, dissous dans l'acide d'un labo abandonné en banlieue, un truc lu dans un polar de Fred Vargas, je devins le veuf parfait. Les collègues à la Sorbonne m'offrirent des congés, murmurant sur Balzac et les illusions perdues. Élise, hébergée temporairement chez une voisine, revenait chaque soir avec des dessins de Maman Ange. Je visionnais les cassettes une par une, la nuit, le magnétoscope ronronnant comme un chat diabolique. La 2e détaillait leur première nuit. Un hôtel borgne à Lyon, après une soirée d'anniversaire de père, où Antoine l'avait séduite avec des promesses de voyage en Toscane. Il était comme toi, Louis, mais sans les chaînes du passé, confessait-elle, et je serrais le poing sur le remote, imaginant ses mains sur elle.
La lettre à sa femme fut un plaisir exquis. Je l'écrivis à l'encre noire, sur du papier vergé de la papeterie Mugy, décrivant leurs étreintes avec une précision chirurgicale. Détail glané en les filant avec un drone bon marché acheté sur Amazon. Votre mari baise ma veuve dans des motels comme un prolo en rut, conclus-je, anonyme. Le divorce fut sanglant, audience au tribunal de Nanterre, où son avocat, ironie, plaida l'innocence d'Antoine, mais les photos parlèrent. Elle emporta la maison de Neuilly, les Picasso familiaux, laissant Antoine dans un studio exigu du 11e, buvant du mauvais calva à la belle équipe. Le dîner au Procope fut le pivot. Assis à la table de Voltaire, sous les portraits jaunis des révolutionnaires, je versai les pilules dans son verre, un XO 1945 qui coûtait une fortune. Il avoua tout sous les faits. Claire était à moi d'abord, Louis. Tu as volé ma place après l'accident. L'enregistrement, sur mon téléphone, devint mon arme secrète, un fichier MP3 caché dans un cloud suisse. De retour à la maison, Élise me demanda « Papa, pourquoi tu sens le vieux vin ?» Je l'abordai avec une histoire de La Fontaine, le corbeau et le renard, où la ruse triomphe. Le voyage en Provence fut une mise en scène. Gordes, village perché comme un nid d'aigle, bruissait de touristes anglais sirotant du pastis. La maison, avec ses volets bleus écaillés, abritait encore les fantômes. Nous cueillîmes des figues sous le soleil implacable, Élise riant aux éclats, et Antoine arriva en Mercedes rutilante, costume froissé. Dîner, agneau rôti aux herbes, vin de la propriété. Le strychnine, acheté à un apothicaire douteux d'Apt, fit effet au dessert. Il se tordit sur le carrelage de la terrasse, vomissant bile et regret. Claire. Elle savait pour l'escroquerie. C'était son idée. Le médecin, un vieux corse que j'avais grassement payé, prescrivit du repos. Trop de stress, monsieur l'avocat. Les fraudes vinicoles étaient un chef-d'œuvre de malhonnêteté. Antoine avait monté une société fictive, Vin d'Azur, promettant des rendements mirifiques sur des cépages mutants. Des retraités de la Côte d'Azur y avaient investi leur pension, perdant tout quand les vignes, miracles, se révélèrent être du chimique bas de gamme. Claire gérait les faux bilans, sa formation en comptabilité au service du diable. J'envoyais les dossiers, copies glanées dans son bureau après le meurtre, à un procureur zélé, un ancien élève de la Sorbonne. L'arrestation fit la une de Libération, frère d'un veuf éploré, avocat impliqué dans arnaque millénaire. Antoine, en orange fluo, hurla mon nom au procureur. C'est Louis. Il ment. Élise grandissait dans l'ombre de cela, ses 8 ans marqués par des cauchemars où maman revenait en fantôme. Lis-moi les cassettes, papa, implorait-elle un soir, mais je refusais, prétextant que c'était pour les grands. À l'école, elle excellait en dessin, reproduisant la tour Eiffel avec une précision d'architecte. Je l'emmenais au Père-Lachaise, sur la tombe de Proust, expliquant que les secrets étaient comme les madeleines, doux, mais amers une fois trempés. La 4e cassette fut un coup de massue. Filmée dans un café d'Arles, Claire et Antoine se disputaient. Élise et de Louis, idiot. Le donneur était un inconnu, pour notre stérilité. Antoine riait, mais tu m'aimes moi, pas le menteur de l'accident. Elle pleurait, et je compris. Leur adultère était une rébellion contre mes fardeaux, une façon de me punir d'avoir tout porté. Pourtant, Élise était mienne, par le cœur. Le vent d'hiver siffle à travers les barreaux, portant l'odeur de la Seine polluée jusqu'à Fresnes, et je me remémore le procès d'Antoine comme un opéra bouffe ou tragique, selon le public. Le palais de justice de Paris, avec ses colonnes corinthiennes et ses échos de guillotine, devint le théâtre de notre ruine fraternelle. J'y allais en spectateur anonyme, vêtu d'un trench Burberry usé, mêlé aux journalistes de France Inter qui mâchonnaient des croissants tièdes. Antoine, enchaîné, plaidait l'innocence avec l'éloquence d'un Talleyrand. Ma femme, Claire, manipulait les chiffres, j'étais aveuglé par l'amour. Le procureur, un gaillard au menton fuyant, brandit les faux contrats. « Monsieur, vous avez ruiné 200 familles pour un château en Bordelais. » Les victimes défilèrent, des veuves en noir pleurant leurs économies perdues aux Galeries Lafayette. Je souris dans l'ombre, mais le doute s'insinuait. Et si Claire était la vraie malfactrice, piégée par Antoine comme je l'avais été par l'accident? La nuit, dans mon appartement hanté, Élise chez la tante à Versailles, je rejouais l'enregistrement du Procope. Sa voix pâteuse, j'ai falsifié pour elle, Louis. Pour qu'on s'enfuit, loin de ton ombre. Était-ce vrai? Ou un délire drogué? Je décidai d'enquêter, fouillant les archives de la Bibliothèque nationale, sous la coupole de Richelieu, où les volumes reliés sentaient la moisissure et les regrets. Les documents de Vin d'Azur portaient la signature de Claire, élégante, penchée, comme ses lettres d'amour. Pourtant, la vengeance appelait. Je contactai un hacker freelance sur le dark web. Un gamin de banlieue qui dealait en info comme en shit,
payant en bitcoins anonymes pour pirater les mails d'Antoine. Des milliers de messages. Rendez-vous avec des banquiers corrompus, virements occultes vers des comptes aux Caïmans. Un en particulier me glaça. À Claire, daté d'un mois avant sa mort, Élise saura un jour. Lois mérite la vérité. Était-ce une menace? Je répondis par un faux mail, depuis un VPN, semant le doute chez ses co-accusés. Un partenaire, un vigneron de Margaux, craqua et témoigna contre lui. Antoine m'a forcé la main. Le procès vira au lynchage. Le juge, un vieux renard du quai des Orfèvres, le condamna à 8 ans ferme. Antoine m'écrivit de sa cellule. « Frère, libère-moi. C'est toi le coupable de Claire. » Je brûlai la lettre dans l'évier, les flammes dansant comme des diables provençaux. Élise, revenue pour Noël, décora un sapin minuscule avec des boules en verre soufflé de Murano. « Papa, oncle Antoine viendra » demanda-t-elle, et je mentis. « Bientôt, ma puce. Les grands garçons ont des ennuis de grands. » Nous allâmes à la patinoire du Grand Palais, glissant sur la glace sous les lustres, son rire couvrant le mien forcé. Mais intérieurement, le poison des cassettes bouillonnait. La 5e, que j'avais gardée pour la fin, attendait dans le coffre. Janvier 2024 apporta la tempête. Paris sous la neige, les quais glissants comme des mensonges. Je visitai Antoine à la maison d'arrêt de la santé, prétextant une réconciliation pour Élise. La salle des parloirs, avec ses tables en formica rayées, puait le désinfectant et le désespoir. Il entra, amaigri, les yeux injectés. « Louis, c'était Claire l'araignée. Elle m'a piégé, comme elle t'a piégé avec Élise. » Je feignis l'étonnement. « Élise? Que entends-tu » Il ricana. « Les cassettes, frère. Elle t'a menti. Élise est mienne. Souviens-toi de cette nuit à Lyon, après l'enterrement de parents. » Le monde vacilla. Mais non, la cassette l'avait nié. Qui mentait? De retour, je visionnais la dernière. Claire, dans notre lit, les draps froissés. « Louis, si tu vois ceci, pardonne-moi. L'infertilité était un mensonge. J'ai couché avec Antoine pour te punir de porter ses fautes. Mais Élise, un donneur, juré. Tue-moi si la rage te ronge, mais protège-la. » Elle souriait, tragique, et l'écran noirci. J'éclatai en sanglots, le revolver, le même, pressé contre ma tempe. Mais Élise frappa à la porte. « Papa ?» Un cauchemar. Je rangeai l'arme, la serrai contre moi. Rien, mon ange. Juste un orage. Le climax se prépara lentement, comme un vin qui mûrit. J'orchestrerai une libération conditionnelle pour Antoine, via un juge complice, un ancien condisciple endetté par le jeu. Il sortit en mars, pâle, promettant la paix. Nous dînâmes à la Tour d'Argent, canard au 100 pour 3, Élise fascinée par la vue sur Notre-Dame en reconstruction. Antoine embrassa sa joue, ma nièce adorée. Ce soir-là, dans sa voiture garée rue de Rivoli, je versai l'arsenic dans sa flasque de cognac, un poison lent, raffiné, comme un Balzac empoisonné. Il convulsa 3 jours plus tard, à l'hôpital Cochin, hurlant mon nom avant de sombrer dans le coma. Les journaux titrèrent « Suicide d'un avocat ruiné ». J'assistai aux obsèques à Passy, veuf pour la seconde fois, Élise pleurant son oncle gentil. Mais le twist me frappa comme un coup de butoir. Une lettre d'Antoine, lue à l'hôpital, confessait « Louis, j'ai tué Claire. Pas toi. J'ai effacé tes traces, pour te lier à moi dans le crime. Les cassettes, mes montages, pour te rendre fou. Non, j'avais pressé la détente. Ou pas. Les doutes me rongeaient. Avais-je halluciné le meurtre sous l'effet de la rage? Les nuits à Fresnes sont un kaléidoscope de remords, où les rats grattent les murs comme des accusateurs invisibles, et je dissèque le climax comme un chirurgien fou. Ce dîner fatal à la Tour d'Argent, où la doc presse crépitait et que le poison coulait doux. Antoine, libéré par ma main invisible, 5 000 € glissés au juge lors d'un apéro au comptoir du Relais, semblait renaître. « Frère, recommençons », dit-il, levant son verre à la santé d'Élise, qui babillait sur les canards volants vus depuis la fenêtre. Je souris, masquant le tremblement de ma main sur la flasque empoisonnée, un reliquat de l'arsenal familial, acheté à un chasseur de gros gibier en Sologne. L'arsenic, inodore, se fondit dans le cognac comme un secret bien gardé. Il but goulûment, racontant des anecdotes d'enfance. La fois où nous avions volé des pommes dans le verger du voisin à Lyon, ou quand père nous avait fouettés pour un bulletin mitigé. Élise riait, innocente, ignorant que son oncle était le spectre de notre lignée maudite. Nous rentrâmes tard, la neige saupoudrant les Champs-Élysées comme du sucre glace sur un macaron empoisonné. Antoine me serra l'épaule. « Merci, Louis. Pour tout. » 3 jours plus tard, l'appel. « Monsieur, votre frère est à Cochin. » Empoisonment.
Je feignis l'horreur, courant à travers les couloirs aseptisés, où l'odeur des terres se mêlait à celle de la mort imminente. À son chevet, tubulure et bip de moniteur, il murmura « les cassettes ». C'était moi. J'ai tué Claire, effacé l'arme, pour te charger du fardeau. Vengeance pour l'accident que tu m'as volé. Ses yeux s'éteignirent, et je restai figé, le monde en vrac. Avais-je tiré? Ou était-ce son piège ultime, un montage pour me briser l'esprit? La police, suspicieuse, fouilla mon appartement. Pas d'armes, pas de traces, comme si le fantôme de Claire avait tout balayé. Mais les cassettes, découvertes par un inspecteur zélé, devinrent la pièce à conviction. Pour Élise, dis-je, et ils les visionnèrent, concluant à un suicide familial tordu. Le vrai procès, le mien, commença en septembre 2025, sous les dorures fanées du tribunal de l'île de la Cité. Paris bruissait, manifestation de justice pour Claire devant le Louvre, où des artistes peignaient des murales de vengeance sororale. Le procureur, une femme assez renommée Duval, me dépeignit comme un Médée masculin. Louis Moreau a tué sa femme pour un adultère imaginaire, saboté son frère pour un secret volé, tout pour un honneur patriarcal obsolète. Mes avocats, un duo d'étoiles du barreau, plaidèrent la folie. Les cassettes l'ont rendu paranoïaque, un Othello moderne dans la France des Lumières éteintes. Les témoins défilèrent comme dans un roman de Zola. La tante d'Élise, pleurant l'innocence perdue. Le médecin de Provence, niant l'empoisonnement. Le hacker, arrêté entre-temps, jurant l'innocence d'Aimé. Élise ne vint pas, trop jeune, dirent les psychologues, mais sa lettre fut lue. Papa, maman disait que tu portais trop. Libère-toi. Le jury, un mélange de banlieusards et de bobos parisiens, se divisa. Les uns voyaient en moi un justicier contre la trahison familiale, les autres un tyran domestique. Débat enflammé sur BFM. Est-ce la France machiste qui juge ou l'homme brisé? Le twist final éclata lors de la plaidoirie finale. Mon avocat brandit une 6e cassette, anonyme, postée après l'arrestation d'Antoine. Claire, vivante? Non, sa voix enregistrée confessant. Louis, Antoine m'a forcé à l'adultère, pour te punir de l'avoir protégé. Élise Etienne, tue-le, pas moi. Mais l'expert en audio trancha, montage d'Antoine, sa voix superposée. Le tribunal explosa en murmures. J'étais à la fois victime et bourreau. Condamné à perpétuité, avec sursis pour bonne conduite, la France, miséricordieuse dans sa cruauté. De ma cellule, je pense à Élise, 16 ans bientôt, lisant les vraies cassettes. Aura-t-elle pitié? Ou me haïra-t-elle comme un monstre? La vengeance, ce plat français servi froid, m'a laissé amer, un vin tourné. Mais dans l'ombre, je souris. Antoine pourrit au paradis des traîtres, Claire repose en paix, et Élise. Elle est libre. La perpétuité à Fresnes n'est pas une sentence, c'est une lente érosion, comme la loi rongeant ses rives calcaires, et je passe mes jours à reconstruire le puzzle brisé de ma vie, pièce par pièce, dans le silence ponctué par les cloches de l'église voisine. Élise m'écrit maintenant, des lettres postées de sa pension à Lyon, ville de nos ancêtres, ironie du sort, où elle étudie les arts, rêvant de devenir conservatrice comme Claire. Papa, les cassettes m'ont appris la vérité. Tu as porté pour nous tous. Mais le sang, il tâche encore. À 16 ans, elle regarde le monde avec les yeux de sa mère, bleus et perçants, questionnant les ombres familiales comme un détective de Simon. Le twist, ce dernier coup de théâtre qui divise encore les commentateurs sur X et les plateaux de C'est à vous, fut la révélation post-procès. Une enquête indépendante, menée par un journaliste de Mediapart, exhumant des enregistrements oubliés. Antoine n'avait pas tué Claire. C'était moi, indéniablement, la balle logée dans son crâne confirmée par une autopsie secrète que j'avais cru effacer. Mais les cassettes? Vraies, dictées par Claire des semaines avant, anticipant ma rage. J'ai vu ton regard changer, Louis, après que j'ai avoué l'adultère à demi-mot. Tue-moi, et laisse les bandes pour Élise qu'elle juge. Était-ce un suicide assisté, une provocation suicidaire? Les psys parlent de syndrome de Stockholm inversé. Les moralistes, de femme fatale à la française. Ma vengeance contre Antoine, elle, fut réelle. L'arsenic le tua, autopsie le prouvant après ma confession. Mais pourquoi ce mensonge sur sa mort? Pour me lier à lui dans l'abîme, un pacte fraternel empoisonné. Élise, découvrant cela, choisit son camp. Elle vint me voir une fois, à travers la vitre du parloir, ses boucles désormais lisses, un piercing au nez rebelle. Papa, J.I. pardonne Claire. Et toi? Pourras tu te pardonner? Je pleurais, pour la première fois depuis l'enterrement, murmurant « Jamais, ma fille. C'est le prix de l'honneur. » La France, ce théâtre d'absurde passion, débat encore. Pétition pour ma grâce, signée par des intellectuels comme Houellebecq lui-même, qui tweeta « Moreau est le héros tragique d'une famille en déliquescence, comme dans les particules. »
D'autres, féministes enragées, brûlent mes livres d'histoire en effigie devant la Sorbonne. Élise, elle, publia un blog anonyme, Les secrets familiaux, poison ou catharsis. Il fit scandale, traduit en anglais, et elle devint une voix sur la résilience post-traumatique. Aujourd'hui, décembre 2025, alors que la neige tombe sur les tours de la prison, je dicte cette histoire à un codétenu, un ex-prof de philo qui tape sur une machine à écrire rouillée. C'est mon testament, comme les cassettes de Claire, pour Élise quand elle aura 30 ans. Ai-je gagné? La trahison est enterrée, Antoine et Claire reposent côte à côte au cimetière de Passy, ironie posthume, et Élise vit, libre, à Paris, exposant des toiles sur la vengeance dans une galerie du Marais. Mais le BKCH? Moi, enchaîné, hanté par le coup de feu fantôme, regrettant non le meurtre, mais l'amour que j'aurais pu sauver. Finissons sur un hook, et si Élise, un jour, pressait une détente pour venger son père? La roue tourne, en France éternelle.